Bonjour à tous, merci d'être là parce que cette conférence est aussi enregistrée pour la première conférence de l'année de la commission digitale du CIAN. Première conférence qui a comme thème la banque Elia. On a une vingtaine de personnes qui arrivent à Paris, une quarantaine en ligne. Et bien sûr, cette conférence est enregistrée, pour ce qui permettra à les gens de la voir en replay. Je rappelle les règles du jeu pour ceux qui sont à distance. N'hésitez pas à poser des questions dans le Q&A. Si c'est bien marqué comme ça dans Q&A, pardon, c'est en français. Questions et réponses. Et bien, Gilles nous les passera et puis on prendra aussi des questions de la salle ici présente. Nous avons trois intervenants et donc nous sommes dans quatre pays différents parce que pour ma part, je suis à Paris au siège du CIAN avec voilà, les gens qui sont présents physiquement. Et nous avons ensuite des gens à Madagascar, en Côte d'Ivoire et au Maroc. Donc, oui, on fait vraiment de la diversité. Je commence par Kadiatou Eina Diallo, qui est la directrice générale de AUG Banque à Madagascar, mais qui est en Côte d'Ivoire actuellement. Voilà. Bonjour madame, on vous voit. C'est super. En plus, la technique marche, c'est magique. Nous avons ensuite Hugues Moussé Makalbé-Lebo, qui est le DG de Baobab Bank, aussi à Madagascar, et le président de l'ABM, qui réunit tous les acteurs bancaires de la grande île. Et nous avons Marwan Znaghi, qui lui actuellement est au Maroc, qui est senior manager chez Bearing Point, avec une double casquette, à la fois sur tout ce qui est secteur bancaire et paiement, et puis c'est aussi lui qui pilote nos activités dans la zone Océan Indien. Pour l'instant, il est au Maroc, ce qui permet d'avoir quatre pays pour quatre personnes. Voilà, c'est pas mal. Le numérique fonctionne bien. Ce que je vous propose, madame, messieurs, c'est d'avoir quelques sujets de discussion entre nous. On a préparé quelques thèmes et quelques questions sur ce sujet de la banque et l'intelligence artificielle. Et puis après, on laissera un peu de temps pour des questions, soit de la salle, soit des gens qui sont à distance. Et puis ceux qui regardent en replay, malheureusement, ne pourront pas poser de questions en direct. Ça ne marche pas comme ça. Ce que je vous propose en termes de grands thèmes, c'est d'abord de voir un peu la vision stratégique, hein. L'IA, tout le monde en parle, mais est vraiment un sujet maintenant dans le secteur bancaire. Après, de rentrer sur quelques cas d'usage et de valeur qui peut être créée grâce à l'IA. C'est-à-dire qu'il y a peut-être le discours d'un côté, mais quelle est votre vision? Et on a à la fois de l'expertise, on a à la fois des gens qui sont dans l'opérationnel, donc dites-nous votre vision. Parler un peu, je dirais, de tous les enjeux autour de la data, des risques, de la régulation, qui reste un sujet important. Et puis, un petit peu une vision à comment ça va s'organiser dans le futur au niveau de votre secteur et quelles sont un peu les grandes questions des années à venir. Est-ce que c'est des questions en termes de technologie, de données ou de compétences? En tout cas, merci à tous de vous être connectés et sur des créneaux horaires différents, puisque pour certains, je crois qu'il est déjà 20h30, si je ne m'abuse. Donc, merci d'avoir aussi accepté de vous connecter sur un créneau qui est un peu plus tard que d'habitude. Je vais commencer par Madame la directrice générale d'AEG Banque. Euh, Concrètement, vous dirigez une des grandes banques de Madagascar. Comme tout le monde, l'IA, vous en avez entendu parler, mais vous, en tant que dirigeante, à quel moment l'IA est devenue un véritable sujet stratégique et pas seulement un sujet pour geek ou technophile? À quel moment, vous, en tant que dirigeante, vous avez senti que ce sujet devenait un de vos vrais sujets stratégiques? Et c'est le cas, bien sûr. Mais déjà, quand je me suis rendu compte que l'IA arrivait à faire mes courriers plus rapidement que mon assistante, C'est un indicateur. alors, de manière générale, hein, dans le système bancaire, nous avons tous à peu près les mêmes produits et les mêmes services. Et de nos jours, avec l'évolution du digital, qui déjà depuis un certain moment est au cœur des stratégies des banques, l'IA forcément est aujourd'hui un tournant pour se démarquer, pour aller plus vite, pour aller à l'écoute des clients, mais surtout pour anticiper même sur leurs besoins, parce que de plus en plus, ben, les gens sont exigeants, ils sont confrontés à l'IA dans leur vie quotidienne et ils ont de plus en plus accès à des informations, à des produits, à des services de manière plus rapide. Nous avons aussi toutes ces banques digitales aujourd'hui qui se développent. Et donc, c'est extrêmement important pour une banque de travailler sur l'expérience client. Et donc, l'IA aujourd'hui, c'est carrément au cœur de la stratégie des banques. Et pour nous, c'est un virage que nous avons pris
à travers déjà la mise en place d'une entité digitale au sein du groupe qui est, comme nous appelons, Digital Business Services, DBS, qui est basée à Abidjan et qui aujourd'hui couvre l'ensemble de nos filiales en termes de développement et en termes d'accès à des services et produits toujours plus améliorés, toujours plus augmentés. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est vraiment l'IA qui est utilisée. Donc ça y est, l'IA, c'est pas juste une vision à quelques années, c'est déjà du concret chez vous. Totalement, tout à fait. On est en plein dedans, c'est vraiment au cœur de la stratégie, sans oublier qu'il y a quand même des enjeux sécuritaires, des enjeux d'investissement dans les infrastructures, dans le recrutement, dans l'organisation. Donc, il est important d'en tenir compte dans la stratégie de manière globale afin que ça puisse vraiment être utilisé au cœur de toutes les actions qui sont développées au sein de la banque. Donc, très intéressant. Hugues, je me retourne vers vous, à Madagascar. Un banquier, normalement, fait attention à bien gérer ses risques. L'IA, pour vous, aujourd'hui, c'est un risque qu'il faut maîtriser ou c'est une source de compétitivité à aller développer et chercher, ou peut-être les deux d'ailleurs. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je ne pense pas que les banques en 2026 ou les institutions financières en 2026 voient l'intelligence artificielle comme un risque. C'est plutôt un réel levier de compétitivité. Si on répare un peu sur nos différents marchés, on fait la liste de toutes les barrières ou de tous les obstacles qu'on mettait en avant pour dire on ne pouvait pas servir de la clientèle parce que la mobilité entre différentes régions était compliquée, la meilleure connaissance des clients posait problème, ce qui fait qu'on facturait la relation client un peu plus cher, les barrières en termes de connaissances clients qui revenaient à facturer un peu plus cher les services. Aujourd'hui, l'arrivée de l'intelligence artificielle a amené de l'efficacité, je dirais même de l'efficience dans la manière dont les opérations sont conduites, une meilleure connaissance des clients parce que nous sommes assis sur des informations. Aujourd'hui, on parle de la data, des informations importantes qui hier n'étaient pas exploitées convenablement, donc ne permettaient pas de connaître suffisamment les clients. Aujourd'hui, on a une meilleure connaissance, ce qui permet d'offrir mieux nos différents services, mais surtout de bien identifier les besoins de clients et d'y répondre de manière satisfaisante. Donc aujourd'hui, c'est intégré, je pense que la DG de AFG, Madame Diallo, a rappelé convenablement, c'est intégré dans les stratégies pour faire mieux, faire plus et mieux servir le marché. Ce n'est pas perçu comme un risque, par contre, ce serait déplacé de dire que il n'y a pas une composante risque dans l'adoption de cette intelligence artificielle qui nécessite un encadrement. Il faut utiliser les bons outils. Il y a toute la notion de la protection des informations et protection des données personnelles des clients qu'il faut assurer. Il faut bien choisir les outils en question, les acteurs et les fournisseurs pour que cet outil ne devienne pas un danger plus tard. Mais aujourd'hui, c'est plus un levier de compétitivité bien exploité, bien intégré dans les stratégies commerciales des différentes institutions financières. Très bien, merci beaucoup. On reviendra tout à l'heure sur la dimension donnée qui est importante. On dit souvent que les trois acteurs qui ont le plus de données sur les individus, c'est les États, les opérateurs télécoms et les banques. Donc vous êtes un peu au cœur de cette mécanique. Marouane, vous connaissez bien le marché africain et les banques. Aujourd'hui, de votre vision, où est-ce qu'on met le curseur sur la maturité des banques africaines sur l'IA? Est-ce que c'est encore des éléments on est encore à la phase, c'est la vision, la stratégie, ou est-ce qu'on est déjà dans l'exécution de l'IA transformant réellement les banques africaines? Oui, c'est un vrai sujet, puisque, et je pense que on a ce constat qui est partagé, le fléau, j'ai envie de dire, de nos grands projets à dimension technologique sur le continent, c'est que souvent on met la partie IT, outillage, plateforme d'abord. L'IA est différente. Pourquoi? Parce que c'est un sujet stratégique, c'est un sujet de stratège, c'est un sujet qui doit être porté par les directions générales et être au service de leur ambition. C'est en ça qu'il diffère. Et la bonne surprise que l'on a, lorsqu'on va régulièrement en contact de nos clients pour voir comment est-ce qu'ils abordent ce sujet, c'est qu'ils en ont pleinement pris la mesure. Je vais me permettre de citer l'un de nos clients anonymement, avec lequel on avait un workshop pas plus tard que la semaine dernière. C'est un client qui pilote, qui supervise l'activité africaine d'un groupe panafricain bancaire.
donc 9 pays ou 10 de mémoire. Et donc, il nous dessinait une pyramide sur laquelle, eh bien, il hiérarchisait ses priorités stratégiques. Elles sont toutes autour du client. Aujourd'hui, alors de mémoire, le bas de la pyramide, c'était retenir le client. Le client est versatile et il part de plus en plus facilement. Valoriser le client, aller chercher le PNB là où il se trouve et essayer d'augmenter la rentabilité de ce client. Et enfin, aller à la conquête de nouveaux clients. Ça, c'est le haut de la pyramide. Et en transverse, en filigrane, conformément à ce que disait Monsieur Hugues à l'instant, il faut aussi eh bien, faire ça, tout ça moins cher. On a un enjeu d'efficience qui est majeur. Aujourd'hui, l'IA, c'est apporter des réponses concrètes, opérationnelles, avec un ROI qu'on sait calculer dès la première année à chacun de ces enjeux. Et lorsque l'on part de la problématique, qu'on la pose, eh bien, et qu'on met l'IA au service de ces problématiques, on a systématiquement des cas d'usage qui nous permettent tout de suite d'avancer. Donc, c'est devenu un enjeu, j'ai envie de dire, de différenciation très, très fort pour les banques africaines aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est que du moins les clients, les personnes avec qui on échange régulièrement, et je mets Monsieur Hugues et Madame Kadiatouina au rang de ces personnes-là, eh bien, ont complètement identifié et anticipé ce virage stratégique. Oui, merci beaucoup. Et ce qui est important dans ce que vous dites, c'est que c'est pas juste du back-office, hein, c'est vraiment un impact aussi sur la relation des banques avec leurs clients. Merci à tous les trois d'avoir posé un petit peu cette première vision. Maintenant, je voudrais qu'on rentre sur du concret. Quels sont des cas concrets aujourd'hui, actuels, de vos usages de l'IA? Hugues, je propose de commencer par vous. Dans votre banque, ou même au sein des banques malgaches, hein, puisque vous êtes encore une fois représentant de l'Association des banques, aujourd'hui, quels sont les cas d'usage que vous auriez envie de mettre en avant, qui concrètement montrent que votre métier évolue aussi avec l'IA? Ben, c'est pas que nous voulons mettre, ce sont des choses que nous avons déjà en place. Encore mieux. Encore mieux. Je viens de découvrir qu'avec AFG, nous avons le même nom de société parce que notre filiale qui s'occupe de toute la partie tech s'appelle Baobab Services, BBS aussi. Donc, coïncidence heureuse. Les cas d'usage, on dit un banquier fonctionne avec quatre questions. Qui, quoi, quand, comment. Et dans cette première question, le KYC est très important. C'est connaître le client. Que fait-il? Avec qui? Quand? Comment? Pour derrière identifier les besoins et intermédiaires. Et sur cette partie KYC, l'intelligence artificielle permet de mieux connaître le client et les solutions, que ce soit en termes de eKYC qui ont été implémentées pour identifier très rapidement les clients et les mettre en relation avec leur environnement, mais aussi le profil des opérations. Déjà, ont permis de réduire les barrières. Aujourd'hui, les clients peuvent s'auto-enregistrer et les informations sont vérifiées quasi live. J'ai découvert dernièrement avec le liveness qu'on pouvait même vérifier la photo sur la pièce d'identité avec la photo en live, ce qui permet de faciliter les digital onboarding. Donc ça, c'est déjà un premier cas d'usage très important dans l'entrée en relation. Deuxième cas d'usage, c'est vraiment sur le comment, dans la connaissance du client. Aujourd'hui, nous avons énormément d'informations sur les paiements, sur les dépôts, les retraits effectués par les clients qui nous donnent une indication sur qu'est-ce que le client veut, qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font. Et ça permet aujourd'hui de calibrer l'offre pour que ce ne soit pas une offre générale, mais une offre spécifique qui réponde réellement aux besoins exprimés par cette clientèle-là. Troisième élément très important, c'est le crédit. Aujourd'hui, le financement, la plupart des institutions financières faisaient un financement, on appelait le cash flow lending model. C'est basé sur le flux, mais généralement, avec une méthodologie mécanique, on finissait par analyser les informations qu'on avait collectées chez les clients. Mais aujourd'hui, ces clients-là, lorsqu'on intègre tout son écosystème, que ce soit ce qu'il fait en opération au niveau de la banque, les opérations avec le mobile money, ses opérations e-commerce et l'ensemble, on a un ensemble de données qui permet de connaître exactement comment son activité opère, quel est le cycle de son activité et faire un financement sans nécessairement aller chercher des garanties supplémentaires d'hypothèques et autres. On fait un financement sur base du comportement commercial et économique affiché par les clients, ce qui permet de réduire déjà aujourd'hui le délai de traitement, le délai d'attente pour les clients. Chez Baobab, on a par exemple un produit qu'on appelle la LIP qui permet au client, sur base de son comportement, de son historique avec nous, d'emprunter et de renouveler automatiquement son crédit
sans avoir été en contact avec un gestionnaire de portefeuille ou une agence supplémentaire. C'est lui qui prend la décision de prendre ou de laisser ce crédit-là. Et les scores prend en considération la dimension des opérations, du comportement que le client a eu avec nous. Troisième cas d'usage dans cette intégration, c'est vraiment la suppression de barrières. Aujourd'hui, on peut atteindre les différentes personnes, même dans les points où nous n'avons pas d'agence, avec les solutions de digital onboarding, de eKYC, et être à mesure de faire des analyses approfondies sur les comportements des clients. Je pense que les cas d'usage concrets portent principalement aujourd'hui sur ces éléments-là. Lorsqu'on voit dans la dynamique des services financiers à travers le monde, dans ce qui pourrait arriver en Afrique, on peut encore aller très loin en termes d'interopérabilité des systèmes et des comportements clients qui pourraient faire que même des transactions structurées, aujourd'hui faites en physique, pourraient être organisées en s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Des cas très, très intéressants et très parlants, je pense, de ce que vous pouvez faire. Marwan, est-ce que vous voyez d'autres cas d'usage que vous avez pu voir déployer chez certains de vos clients dans les banques africaines avec l'IA? C'est très difficile comme question puisque je passe après Monsieur Bonch, donc tout a été dit. Ah bah, Madame Diallo Je vais- sera la dernière sur cette série de questions. Voilà, ce sera le dernier recours, la Cour suprême. Alors, je vais ajouter quelques éléments simplement pour dire qu'aujourd'hui, alors vous avez connu il y a quelques années ce qu'on appelait la révolution des RPA, des robots qui savaient faire un certain nombre de tâches simples et répétitives et qui ont réussi à désengorger un petit peu les back-office dans le monde bancaire. Aujourd'hui, avec l'IA, on s'est allé beaucoup plus loin que ça. Et on peut prioriser par cas d'usage. Théoriquement, aujourd'hui, l'IA sait faire à peu près toutes les tâches. C'est volontairement provocateur comme terme, mais je suis à l'écoute du contre-exemple. L'IA, c'est aujourd'hui, alors si on utilise une matrice de priorisation des cas d'usage, on peut prendre les cas d'usage qui nous coûtent cher, ceux qui sont répétitifs, ceux qui comportent une partie de risque ou de sensibilité, et on sait se faire du moins assister par l'IA pour optimiser ces process-là. Donc les cas de famille sont assez classiques, ce sont celles qui composent les grandes business units d'une banque. C'est tout ce qui est le risque, bien entendu, tout ce qui est crédit, tout ce qui est back-office naturellement. Mais là où c'est un petit peu plus étonnant, on est un peu plus dans l'exploration, eh bien, c'est tout ce qui est relation client, là aussi. Et les résultats sont saisissants et certains s'y mettent déjà. Pas très loin, je veux dire, de notre zone d'activité, à Madagascar, un acteur du paiement mobile, pour le coup, me disait avoir réussi à diviser par 3 la taille de son centre de relations clients, en se focalisant plus sur des superviseurs ou des personnes de métier, parce qu'on a souvent le problème du centre de relations clients où on a énormément de déperditions, de turnover, les personnes ne restent pas. Eh bien, il en a beaucoup moins, mais il a de véritables experts qui se focalisent sur les cas d'usage les plus sensibles. Comment est-ce qu'il fait ça? Eh bien, en s'aidant de l'IA naturellement. Alors, on a aujourd'hui des services vocaux en malagas, d'ailleurs, c'est assez rigolo, qui permettent de traiter les cas courants, ceux qui font 80% de la journée standard d'une personne, d'un chargé de clientèle, mais aussi, et là où c'est un peu plus intéressant, ils ont réussi à programmer un LLM qui permet d'anticiper la réclamation. Le SMS rassurant arrive chez le client avant même que celui-ci prenne son téléphone pour se plaindre, et ça, c'est particulièrement intéressant. Oui, c'est pas mal d'anticiper les femmes des clients, vous avez raison. Madame Diallo, alors, soit vous pouvez nous donner d'autres exemples, mais c'est vrai que passer après les deux précédents, c'est plus compliqué, ou peut-être même en redonner un qui est déjà évoqué, mais vous, de votre expérience, de votre vécu, quel est celui, déjà évoqué ou un autre, qui vous estimez a vraiment permis, pas juste des petits arrangements à droite et à gauche, mais un vrai saut en termes ou de performance économique ou de qualité de service pour vos clients. Celui où vous dites, bah, là, c'est vraiment l'exemple que ça n'a pas. OK. Ben, effectivement, c'est la même chose, hein. C'est au niveau du traitement des réclamations, avec l'amélioration notable des NPS et de nos CSAT sur les 6 derniers mois de l'année passée. Avant ça, c'était pas du tout évident puisque nous sommes quand même une nouvelle banque installée à Madagascar. Donc, nous avons
aujourd'hui cette exposition qui fait que les gens nous testent. Et donc, on est bien obligé de suivre ce que pensent les clients. Donc, lorsqu'on a implémenté ces solutions-là, on a bien vu qu'avec ce monitoring-là, les opérations sont traitées plus rapidement et que les clients, forcément, nous font des feedbacks beaucoup plus positifs. Le groupe a développé un programme qui s'appelle Winnovate, qui s'articule autour de 3 piliers. Donc, on a l'efficacité opérationnelle, l'expérience client et puis le capital humain. Donc, les 3 piliers reposent vraiment sur les technologies de pointe, dont l'IA. Et aujourd'hui, nous avons réussi à boucler 80% des initiatives qui avaient été assignées à la filiale. Et bien sûr, le plus parlant, c'est l'amélioration de l'analyse du risque de crédit qui est en train d'être déployée dans l'ensemble de nos filiales et qui nous permet justement, sachant que les données sont quand même assez soit limitées, soit peu fiables, comme l'a dit Hugues tout à l'heure, ça permet vraiment d'accélérer l'approbation des dossiers de crédit et bien sûr de minimiser d'améliorer la qualité du portefeuille. Et donc, nous, aujourd'hui, on estime que ça nous a vraiment permis d'accélérer plusieurs de nos process et on estime que on va vraiment continuer à travailler, à développer avec DBS. Hugues, s'il te plaît, c'est pas BBS, c'est DBS. Pourquoi l'acronyme? Le T est très important. C'est comme Branche et Diallo. Voilà. Effectivement, le D et le B sont importants. Je voudrais maintenant qu'on regarde un peu plus que quand on vous entend, voilà, il y a plein de choses, c'est merveilleux, mais malgré tout, j'imagine une difficulté, hein, comme dans tout changement, comme dans tout nouveau phénomène. Quels sont ces risques et difficultés? Marouane, justement, Mme Diallo, avant que vous évoquait le fait que des fois les données, elles ne sont pas complètes, elles ne sont pas sécurisées. Souvent, quand on parle d'IA en Afrique, le problème numéro un, c'est pas les compétences, les algorithmes, c'est la donnée alors ici africaine, mais ici il y a des clients. Est-ce que c'est pas aujourd'hui le frein, entre guillemets, numéro un du développement de l'IA dans le secteur bancaire en Afrique, à avoir les bonnes données? Alors effectivement, plus la donnée est riche, et plus elle est de qualité, plus on peut en faire quelque chose naturellement. Après, on sort de plus en plus, eh bien, du dilemme du banquier qu'on a connu il y a peut-être 10 ans, où une grande partie des clients avaient un usage très tourné sur le retrait cash et dont on ne pouvait pas faire grand-chose. Aujourd'hui, les banques sont pleinement des acteurs du paiement et le paiement, eh bien, c'est l'or en termes de data puisqu'on peut en faire un grand nombre de choses. Je pense que Monsieur Bonch ne va pas me contredire parce qu'aujourd'hui, on voit que les banques font des incursions dans le paiement et eh bien, ça permet eh bien, d'enrichir de beaucoup le terrain de jeu, si je puis dire, sur lequel on peut se baser. Donc de ce côté-là, là encore, le continent nous surprend, mais de manière positive, puisqu'on a de plus en plus de petites transactions, voire de micro-transactions, sur lesquelles on peut se baser pour avoir un profil beaucoup plus fin du client et le servir de manière plus efficace. D'accord, donc c'est une bonne nouvelle, parce que c'est vrai que c'est souvent une crainte qu'on perçoit. Madame Diallo, quand vous réfléchissez IA avec vos équipes, quels sont un peu les points de vigilance ou les points de risque, hein, que vous pointez et sur lesquels vous demandez à vos équipes d'être vigilantes quand on parle de l'IA? Le premier point, comme l'a dit Marouane, c'est vraiment la pertinence des données, parce que sinon c'est garbage in, garbage out. C'est vraiment très, très important. Il faut que les données soient fiables, qu'elles soient sécurisées et qu'elles soient bien encadrées. Il faut bien sûr qu'on ait des tests fréquents de cohérence. Et également, puisque nous sommes dans une activité qui est très encadrée, il faudrait que nous soyons capables d'expliquer nos décisions aux régulateurs, y compris celles issues des modèles basés sur l'intelligence artificielle. Et donc, il est très, très extrêmement important que les données soient fiables. Et il y a aussi la partie partenaire, des outils que nous utilisons. Donc, c'est très important, par exemple, lorsqu'on travaille avec les fintechs, qu'elles puissent être évaluées régulièrement également. Et il y a la partie RSSI également. Donc, il y a toute
partie know your supplier qu'on doit mettre aussi en place avec la partie conformité. Donc, ce sont vraiment les points d'attention. Et puis, bien sûr, être sûr qu'on est à la pointe, qu'on n'est pas en train d'utiliser la solution d'il y a 10 ans. Parce que sinon, ce serait une perte de temps. Donc, il faudrait des outils très agiles qu'on peut utiliser et développer selon l'avancée des technologies. Parce que si on tombe sur des technologies qui ne peuvent pas être développées à un autre stade, ben, c'est un investissement qui ne sert pas à grand-chose, puisqu'après, il faut juste encore changer de solution. Donc, voilà à peu près ce que nous, on regarde en priorité lorsqu'on s'intéresse à ces solutions-là de manière générale. Merci. Hugues, on a évoqué le fait que, bien sûr, le secteur bancaire est un secteur régulé, mais est-ce que sur l'IA, il ne ferait pas une petite touche additionnelle où ça suffit? Est-ce que quelque part, une bonne régulation de l'IA, ce n'est pas aussi une manière de sécuriser et les banques qui sont sérieuses comme les vôtres et les clients? Non, je pense que c'est nécessaire parce que quand on parle digital, on parle technologie, on est tous exposés à plusieurs facteurs et une utilisation, sachant que les institutions financières en tant qu'intermédiaires collectent les informations de clients, que ce soit en termes de données brutes, qualitatives, mais aussi en termes de ressources. C'est l'argent public qu'on manipule. Et si on se lance dans l'adoption de technologies, il faut qu'il y ait nécessairement un encadrement. Et aujourd'hui, les besoins d'encadrement peuvent porter sur des éléments, je dirais, précis. Le premier élément, c'est la sécurité. Aujourd'hui, nous savons tous l'adoption de l'intelligence artificielle du digital nous expose à des attaques cyber. Il faut qu'il y ait des dispositions observées par les différentes institutions. Et de ce côté-là, je pense qu'il y a besoin d'avoir une harmonisation, une régulation pour permettre de protéger les informations des clients. Ça, c'est un élément, je dirais, très important. Deuxième élément, c'est la protection de données. Ce sont des données avec des lois qui sont devenues de plus en plus spécifiques. Il y a toute la problématique de l'hébergement selon les zones. Est-ce que les données de Madagascar peuvent être hébergées au niveau de l'Europe, de l'Amérique, sans que cela nous pose problème dans la manière dont ces données sont sécurisées, protégées, parce que il y va de la souveraineté de certaines régions et de certains pays. L'autre élément, c'est de bien encadrer aussi la dépendance fournisseur. Parce que oui, il faut adopter, mais il ne faudrait pas qu'on entre dans des relations qui vont devenir des relations problématiques, difficiles à s'en sortir et qui pourraient devenir des décisions ou des relations coûteuses à terme, alors que l'idée d'adopter l'intelligence artificielle était d'optimiser. Je pense qu'il y a besoin de mettre en place des mesures d'encadrement pour protéger les différents acteurs qui s'y lancent, mais en même temps protéger aussi les clients dont les données seront les plus importantes et les plus utilisées dans ces secteurs-là. Merci beaucoup. Peut-être une dernière série de questions à vous trois, et après on pourra laisser la place à quelques questions et de la salle. Donc préparez-vous, et puis ceux qui sont en distance, n'hésitez pas à vous poser vos questions dans questions et réponses. C'est plutôt la dimension organisationnelle de tout cela. Madame Diallo, est-ce que pour vous, dans le cadre de votre banque, par exemple, le développement de l'IA, des cas d'usage qu'on a rencontrés autour de l'IA, ont entraîné des changements d'organisation? Est-ce que ça a eu un impact ou finalement non, ça n'a pas eu d'impact organisationnel chez vous? Il faut déjà de nouvelles compétences en termes de profils techniques, technologiques. Il faut aussi des profils qui soient plutôt polyvalents, des profils qui sont capables de faire le lien entre la technologie, entre les fonctions de contrôle et entre les métiers. Et puis, il y a surtout la manière de travailler, puisqu'il faut que ce soit beaucoup plus transversal, avec les équipes IT maintenant qui doivent vraiment rentrer dans le business, comprendre que ce n'est plus simplement du support. Il y a la partie marketing, la partie commerciale, les opérations. Donc, il faut une vraie, la mise en place d'une véritable entité de gestion de projet et d'organisation de processus. Et puis surtout, la conduite du changement qui est très importante. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ça commence depuis le début où il faut vraiment indiquer à ceux qui ouvrent les comptes que quand tu mets monsieur à la place de madame, eh ben, tu changes carrément la stratégie de la banque. Donc, c'est extrêmement important qu'il y ait cette politique
de sensibilisation à la donnée, à la culture de la donnée. Et puis, bien, certaines banques externalisent totalement leurs activités, et puis certaines banques de plus en plus internalisent. Je connais des banques qui ont 150 personnes dans leurs équipes IT et digital. Nous, en ce moment, je pense qu'on est à peu près à 70 au niveau d'AFG, au niveau du groupe. Et nous sommes en train de mettre en place une antenne de notre entité DBS, Atana, puisque à Madagascar, il y a quand même des profils extrêmement compétents en termes de gestion de l'intelligence artificielle. Et donc, il y a une Digital Factory qui doit ouvrir Atana dans les mois qui viennent également pour pouvoir nous appuyer dans nos développements à Mada et dans les autres pays de présence du groupe. C'est intéressant. Marwan, justement, on parlait de compétences. Vous, dans votre vision, quelles sont un peu les compétences qui vont devenir de plus en plus, si je me projette dans 2, 3, 5 ans, je ne sais pas, les compétences liées à cette transformation due à l'IA qui vont être de plus en plus incontournables. Faites-nous rêver ou faites-nous peur, je ne sais pas. Il y a deux types de compétences. Donc, si je peux faire une petite dichotomie, il y a deux types de compétences dont un DG de banque a besoin dans le cycle de vie des projets et des sujets. Il y a le build et le run. Donc, on doit naturellement mettre en œuvre des technologies, des projets, des plateformes. Pour cela, en général, ils sont très bien accompagnés. Madame Diallo a parlé de Digital Factory. Il peut arriver aussi de s'appuyer sur des équipes et des expertises externes. Après, la compétence la plus importante, pour moi, est celle qu'on inculque, qu'on insuffle aux équipes, de manière à accélérer eh bien, la manière dont ils travaillent. Donc, il faut réussir à former tous les maillons de la chaîne bancaire, si je puis dire, à l'IA, que ce soit back-office, chargé de compte, conseiller clientèle, risk officer, et pourquoi pas, je vais être volontairement provocateur, DG et IA, ça fait sens également, puisque ça permet parfois d'accélérer certaines prises de décisions stratégiques. Il y a quelques spécialistes de la gouvernance qui suggèrent même que maintenant, dans les conseils d'administration des entreprises, je ne sais pas s'il y a 24 administrateurs, un pourrait être une IA qui prend toutes les données, qui donne son avis. Alors, qui n'est qu'un avis parmi 24, mais ça fait partie effectivement des éléments de débat qu'on entend de plus en plus. Hugues, pour finir mes questions, puis après on passera à celle de la salle ou des gens à distance. Finalement, on dit souvent, finalement, c'est l'IA va parler sur les emplois, et ceux qui ne se forment pas à l'IA qui seront détruits en termes d'emploi. Est-ce que c'est pas la même chose au niveau des banques? Il va y avoir une fracture entre celles qui vont vite prendre le chemin de l'IA et considérer l'IA comme une opportunité, c'est un peu votre cas tous les deux, et celles qui vont un peu plus traîner et un peu plus fermer les portes. Il y aura forcément une fracture, il y aura forcément une différence. À court terme, cela pourrait ne pas se voir, mais à moyen terme, je pense que on se rappellera tous de l'adoption d'Internet où, pour des raisons de sécurité, certains ont traîné, mais 10 ans plus tard, beaucoup de ces entreprises qui avaient hésité avaient disparu. Je pense qu'on vivra la même chose avec l'intelligence artificielle parce que les économies d'échelle que les entreprises ou les institutions financières qui l'auront adoptée réaliseront créeront nécessairement un gap, une fracture avec celles qui auront résisté. Et dans l'expérience même de la clientèle, je pense que les clients se sentiront plus à l'aise à être servis par des solutions qui les comprennent mieux, qui les servent mieux, que de rester à marge. Et je pense que quand je vois la vitesse avec laquelle l'adoption de cette intelligence artificielle se fait à travers différents métiers, je pense que nous devrions sortir un peu de nos réserves habituelles de sécurité et de prudence pour adopter plutôt que de résister à un mouvement qui ne s'arrêtera pas. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer à poser les questions du public. Est-ce qu'il vous prouve que nous ne sommes pas des IA derrière un écran, nous sommes des vraies personnes? Alors, je commence par deux qui sont en ligne, et puis après, comme ça, dans la salle, vous allez avoir le temps de... La première question est toujours difficile. Il y a une troisième qui est en train d'arriver. Tant mieux, ça pose plein de questions. Alors, la première, si je la comprends bien, savoir si au niveau de vos COMEX respectifs, vous avez des gens qui sont monsieur ou madame IA et qui seraient dans les COMEX des entreprises. Ah oui, non. Oui, non.
Comme il y a le directeur du risque dans les COMEX, est-ce que vous avez un directeur ou quelqu'un, monsieur ou madame IA, dans vos COMEX respectifs? Hugues ou madame Diallo, si ça vous inspire comme question. Ça peut être non à la réponse, si c'est pas le cas, c'est pas le cas. Pardon? Oui, une des questions, c'est de savoir, est-ce qu'à niveau de votre COMEX, de l'instance de gouvernance à vous en tant que directeur général, il y a un monsieur ou une madame IA, comme il y a un directeur du risque ou de la compliance, qui est Oui. identifié, ou c'est quelque chose qui est plus diffus? De manière générale, toutes les questions digitales sont affectées effectivement à 2 personnes chez nous, qui sont vraiment la porte d'entrée. Hugues, c'est pareil de votre côté? Alors, nous, on a une direction qui s'occupe de toute la partie transformation digitale et on a des équipes spécialisées IA. Mais l'autre facette de la question, c'est est-ce que vous avez des directeurs qui sont complètement IA? Je pense que cette partie-là, on n'y est pas encore, mais peut-être que ça viendra, mais là, on n'y est pas encore. Mais par contre, les différents directeurs, les différents membres du COMEX sont initiés à l'IA, il y a des formations. Moi-même, je suis en train de faire une certification en intelligence artificielle en ce moment, que je devais boucler d'ici 2, 3 semaines. Donc, non, on adopte. Et l'avantage aussi, c'est que nous avons tout un département au niveau du groupe qui s'occupe de l'intelligence artificielle, qui est en train de tester. Marwan parlait tout à l'heure des cas d'usage en langue nationale. On est en train de tester notre première solution en Wolof au niveau de Sénégal et bientôt aussi en Malagasy. Ouais. Mais directeur IA, on n'a pas encore franchi le pas. Marwan, dans le secteur bancaire, vous avez vu des cas de directeur IA? Je ne parle même pas d'une IA dans un COMEX. Je ne vais pas jusque-là. Bien sûr. Alors, chez nos clients, qui sont souvent des banques panafricaines, on a eu il y a quelques années l'apparition du Chief Digital Officer, puis on a eu l'apparition de l'autre CDO qui est le Chief Data Officer. Ouais. De plus en plus, on voit cette responsabilité IA qui est chez le Chief Data Officer. Mais je pense qu'à terme, inéluctablement, on aura des Chief IA Officer dans quelques années. Autre question, toujours et puis après on passera à la salle, et puis les semaines qui arrivent. Vous avez évoqué, c'était Marwan, effectivement, qu'il y avait beaucoup de données enrichissant les IA qui venaient des paiements mobiles, du mobile money. Est-ce qu'il y a d'autres sources de données qui peuvent être exploitées justement pour enrichir les IA qui nous semblent fiables, les IA des banques? Il y a des entités qui sont spécialisées aujourd'hui dans la mise à disposition de données de manière générale, en dehors des telcos, qui permettent justement de mettre en place des stratégies marketing pour des entités, pour des populations comme par exemple la diaspora, puisque ça permet de savoir combien de personnes de cette nationalité habitent dans telle zone, etc., etc. Combien de personnes détiennent un smartphone. Et donc, effectivement, il y a d'autres sources de données disponibles en dehors des telcos. Quelqu'un d'autre veut réagir? Oui. Je pense que les banques étaient déjà assises sur un volume assez important d'informations, que ce soit en termes de tout ce que nous collectons en dépôt-retrait, tout ce que nous collectons en paiement, que ce soit des paiements internes ou internationaux. Mais depuis plusieurs années, on parle aussi de l'interopérabilité entre les systèmes bancaires et les sociétés de télécommunications avec le bank-to-wallet, wallet-to-bank, qui permet de fusionner les deux bases de données. Donc, il y a énormément d'informations qui donnent une idée précise sur les différentes utilisations, les différents besoins aujourd'hui et qui permettent voilà, d'adresser certains besoins de manière plus précise. Je pense que le champ, les champs de possibilités en matière des données sur lesquelles les banques ou les institutions financières peuvent s'appuyer, ce champ-là est immense. Je pense pas qu'on a commencé même à exploiter 1% de toutes les informations à disposition aujourd'hui. D'accord. J'ai d'autres questions en ligne, mais qui sont plus macroéconomiques, donc je me les garde pour après, parce que dans la salle, il y a des questions. Madame. Je rebondir sur ce qu'ils ont dit tout à l'heure, Oui. sur la partie. Est-ce que vous entendez l'intervenant? Sur les wallets. Difficilement. Vous Ouais. m'entendez? Alors, la question est simple, parce qu'en fait, en Afrique centrale principalement, Ouais. vous avez environ 4 000 à 5 000 milliards qui circulent sur les wallets. Ouais. C'est-à-dire que les portefeuilles numériques sont plus importants que le tissu bancaire. Mm. Donc, moi, la question que j'ai, c'est de savoir, est-ce que l'IA va favoriser l'accès bancaire
aux participants ou aux épargnants qui n'ont pas de historique bancaire en Afrique. Ça, c'est un sujet de grande Est-ce que l'IA va aider finalement à renforcer la bancarisation, entre guillemets, si j'ose il dire? faudrait une synergie. Même les établissements qui bénéficient de ce type de structure sont les PSP, les prestataires de services de paiement. Oui. Mais il n'y a pas de législation déjà pour les wallets. Ils n'ont pas de statut juridique qui existe dans la CEMAC, ou je suis du Cameroun. Donc, c'est de savoir comment est-ce que les opérateurs bancaires ou acteurs de la bourse ou de banquiers, vous, en tant qu'acteur bancaire, comment vous vous positionnez là-dessus? Très bonne question. C'était aussi une question qu'on avait en ligne. Comment voilà, se positionner sur cette question? Hugues, peut-être? Je dirais c'est quelque chose qui est déjà d'application aujourd'hui. Et j'évoquais tout à l'heure les partenariats entre les telcos et les institutions financières avec tout ce qui est interopérabilité des deux plateformes avec les bank to wallet, wallet to bank. Cette interopérabilité a permis aujourd'hui de donner du crédit totalement digitalisé en s'appuyant sur du scoring, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle pour analyser les comportements, les habitudes et mettre à disposition des facilités de manière digitale et instantanée aux clients. Ces interactions ont permis aussi de développer des solutions d'épargne. Aujourd'hui, les clients, en fonction de leur comportement, peuvent créer des plans d'épargne et épargner pour différents besoins, différents types, selon leurs usages respectifs. On voit de plus en plus de la micro-assurance être intégrée dans les offres qui sont proposées aujourd'hui avec un modèle de scoring pour traiter à la fois les assurances de base, hein, santé, école pour la responsabilité scolaire pour les enfants. Mais en même temps, je vois de plus en plus des assurances comme assurance funérailles dans certains milieux pour sécuriser et protéger. Je pense que ce partenariat est en place et il va s'accélérer. Madame Diallo parlait de la mise en place des Digital Factory aujourd'hui. La mise en place des Digital Factory, ailleurs appelé aussi Hub, facilitera aujourd'hui les intégrations entre les institutions financières, les fintech, les telcos. Et je pense qu'on va entrer dans un mariage qui permettra d'améliorer cet accès et surtout de supprimer les barrières qui ont pendant longtemps exclu une bonne partie de la population et particulièrement la population africaine. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut compléter? Une question aussi? Juste pour rebondir sur la précédente question, de ce que moi j'ai compris de cette question, c'était de dire sur le marché des paiements, tout ce qui est mobile money a pris le dessus sur l'activité des banques. Et de ce que j'ai compris aussi sur la question, c'était comment est-ce que les banques vont faire pour renverser la tendance et reprendre ce marché? Ou est-ce que c'est une question qui est à l'ordre du jour? Au-delà de la technique, hein, c'est vraiment l'approche client. Est-ce que vous envisagez démocratiser l'usage de la banque au-delà des grandes villes, dans les zones rurales, etc., faciliter l'accès à la banque comme l'a pu faire les telcos sur la partie paiement mobile, si c'était récent. Ouais. J'avais la même question en arrivant, du coup. Donc, ça permet d'avoir la question. Ouais. Alors, Madame Diallo, vous avez débuté. Ok, je vais compléter par rapport à ce que Hugues a dit. C'est vrai que les telcos, quand ils ont démarré, c'est à travers l'utilisation des réseaux de banques. Donc, à ce moment-là, les banques n'étaient pas trop conscientes de ce qui se préparait, on va dire, puisque les telcos ont utilisé les réseaux de banques pour distribuer leurs produits et services. Et puis, rapidement, lorsqu'ils ont réussi à développer leur propre réseau, donc les banques aujourd'hui, les agences bancaires sont on va dire, accessoirement utilisées pour effectuer les opérations des telcos. Et effectivement, quand un telco a 10 millions de clients, 10 banques en ont 2 millions. Donc, c'est forcément aujourd'hui cette synergie plutôt, parce qu'on n'est pas en concurrence, on n'a pas les mêmes contraintes. Les banques sont quand même régulées. Il y a énormément de contraintes au niveau du métier de banquier qui font qu'on ne peut pas prendre certains risques et on ne peut pas non plus effectuer certains investissements en allant dans certaines zones, etc. Mais il y a aujourd'hui cette synergie et cette complémentarité que
le consommateur, lui, ne perçoit peut-être pas parce que parfois la banque est là silencieuse, de manière silencieuse. Mais comme l'a dit Hugues, aujourd'hui, les banques ont des clients. Une banque peut avoir dans son système 40 000 clients, mais en fait avoir 800 000 clients engagés. Et je sais que Baobab ne pourra pas dire le contraire parce que justement derrière, le client prend son téléphone, il fait dièse quelque chose dièse, il demande un petit crédit. Ça commence de 5 000 francs parfois à 2 millions, 5 000 arrières à Madagascar. Et il pense que c'est peut-être le téléphone, enfin l'opérateur téléphonique qui lui a prêté les fonds, mais en fait c'est la banque qui est derrière. Et après, bon, il y a des compensations en termes de partage de commissions, etc. Mais c'est la banque qui prend le risque de manière générale. C'est la banque qui avance aussi les fonds. Et donc, il y a aujourd'hui de plus en plus de solutions de ce type qui sont développées. Comme l'a dit Hugues, il y a des comptes épargne, il y a même des mini DAT sur les téléphones aujourd'hui. Mais de manière générale, à part quelques telcos qui ont aujourd'hui un agrément bancaire, la plupart du temps, c'est vraiment ces synergies-là qui sont aujourd'hui en cours de développement entre les banques, les fintechs et puis les telcos pour justement accéder à des zones qui ne seraient pas du tout des zones bancarisées sinon. Donc l'impression que vous avez qu'on nous dame le pion, en fait, on peut vous dire qu'elle est un peu erronée. Les banquiers se défendent. Marwan, vous voulez compléter? Marwan. Je pense que voilà, je m'apprêtais à répondre à peu près la même chose que Madame Diallo, hein, c'est-à-dire qu'au postulat que les acteurs du mobile money, eh bien, ont pris beaucoup d'avance sur le monde des paiements, j'aurais répondu pas si vite. Voilà, c'est de moins en moins vrai les choses qui les différenciaient il y a quelques années. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir au final? Aujourd'hui, qu'est-ce que l'IA? J'aurais peut-être dû commencer par ça. C'est une puissance de calcul phénoménale qui permet de prendre en compte une myriade de données, même les plus insignifiantes, pour écouter et répondre au mieux. Et on a même, alors vous me permettrez, je vais donner un exemple anecdotique, on a un phénomène qui prend de l'ampleur de gens qui tombent amoureux de leur assistant IA parce que ils sont écoutés, compris, conseillés au plus près et au plus proche. Et bien aujourd'hui, on va peut-être tomber amoureux de nos banques parce qu'on pourra, là aussi, eh bien, avoir des offres sur mesure, une anticipation de nos besoins, de nos problématiques, des ajustements des offres. Et les banques qui auront compris ce formidable outil, en tout cas, vont réussir à vraiment bien s'en tirer par rapport à cette évolution technologique. Je prendrai l'autre partie de la question. Faut-il renverser la tendance? Moi, j'abonderai dans le sens de Madame Diallo. Il faut euh, euh, pérenniser la complémentarité et l'interopérabilité des systèmes qui existent aujourd'hui. Et avec l'adoption de l'intelligence artificielle, c'est d'aller plus loin et casser une autre barrière qui existe encore, c'est la facturation de ces différents services offerts dans les solutions de paiement. Et à Madagascar et à Baobab, on est heureux d'avoir lancé il y a 2 mois une solution de paiement digital gratuite, qu'on appelle Baobab Pay, qui est basée principalement sur l'utilisation des informations que nous avons du client. Il fait son paiement et à travers ce paiement, gratuitement, il peut accéder au crédit de manière totalement digitalisée et presque de manière gratuite parce qu'il n'y a pas de taux d'intérêt. C'est juste les frais de mise en place, ce qui permet de réduire parce qu'on arrive à assurer une économie d'échelle en s'appuyant sur la technologie. On arrive à utiliser la donnée que nous avons grâce à l'interopérabilité de nos systèmes avec les telcos. Question de supprimer les barrières et d'atteindre un maximum de personnes dans le pays et que ces personnes, lorsqu'elles feront leurs transactions, ne pensent plus coût, pensent plutôt voilà, résolution ou satisfaction de besoins primaires du quotidien. Merci. Une question Oui, ici. la question de mon voisin a un peu empiété sur la mienne, parce que, en fait, là, on a affaire à des banques de réseau, donc on est en Afrique, et on a vu arriver les banques digitales, les banques en ligne, qui ont mangé une grande partie de cette clientèle, etc. L'arrivée de l'IA, est-ce que ça va accélérer le phénomène et donc l'écart entre les banques en ligne et les banques de réseau, ou au contraire, les banques de réseau vont pouvoir récupérer cette clientèle qui leur a échappé parce que la banque en ligne, eh ben, c'est plus facile, c'est plus direct, c'est plus... c'est à plusieurs...
Ben, certain qu'en Afrique, les banques en ligne marchent aussi bien Oui, qu'en alors justement, c'est pour ça que Je vais laisser nos amis répondre. justement, c'est peut-être parce que c'est pas l'Afrique. Oui, mais là, des banques en ligne sur le territoire africain vont être renforcées par l'IA ou pas? De notre côté, pour l'instant, les banques en ligne, on va dire qu'elles ne sont pas vraiment des banques en ligne dans le même sens que ce qu'on voit en Europe. Mais en même temps, on se rend bien compte qu'au finish, ce sont des entreprises qui ont un esprit fintech et qui, bizarrement, après, sortent toujours et ça se retrouve entre les mains des banques. Des banques traditionnelles, ça fait partie de leur groupe. Donc, oui, forcément, ça fait partie des raisons pour lesquelles les banques ont quand même décidé de s'intéresser à l'IA. Il n'y a pas de raison qu'une banque en ligne puisse l'utiliser et qu'une banque traditionnelle ne puisse pas l'utiliser. Je vais passer la parole à Hugues pour la suite. Je pense que les banques en ligne ont un avenir en Afrique. Il manque juste un certain nombre d'éléments, principalement l'infrastructure, pour que la pénétration puisse pousser une masse critique qui justifierait ce modèle-là. Et aujourd'hui, je vois plus, dans un premier temps, un partenariat avec les banques à réseau parce qu'elles sont présentes dans ces milieux généralement difficiles d'accès où on n'a pas nécessairement la connectivité, où la pénétration mobile n'est pas nécessairement arrivée à un niveau de maturité qui permettrait d'avoir l'existence de cette banque en ligne. Je pense que dans un premier temps, au lieu de les opposer, moi je dirais qu'il faudrait les mettre ensemble parce que dans ce partenariat, il y a énormément d'économies d'échelle qui pourraient être réalisées euh, pour permettre le développement de ces services financiers. Mais je pense que dans les prochaines années, lorsque l'infrastructure digitale aura été développée dans plusieurs régions et sous-régions de différents pays, ces banques en ligne pourront se développer. Pourquoi? Parce que quand on regarde la population africaine et les jeunes, je prends le cas de Madagascar, 60% de la population a moins de 21 ans. Donc, ça nous donne une idée de la capacité d'adoption et de la clientèle future des institutions financières. Donc, si on arrive à structurer convenablement l'infrastructure, je pense que les banques en ligne prendront suffisamment de place. Et quand on regarde à travers le monde, je prends le cas de Revolut aujourd'hui, quand je regarde, j'analyse les chiffres et le volume, ça donne une idée de ce que cela pourrait représenter dans un continent qui pèse plus de 1,5 milliard d'habitants. Alors, si, après là, une question. Oui, j'avais juste une question. Je trouve qu'on est passé assez rapidement sur les questions d'évolution de la ressource humaine. En fait. On constate que quand on regarde les grands groupes bancaires et autres, c'est que les développeurs, il y a un recrutement qui a baissé de 25% dans ces grands groupes parce qu'on peut remplacer des gens qui sont à Bangalore ou ailleurs par des agents IA. Est-ce que c'est intégré dans la stratégie de ces banques africaines ou pas? Voilà, si vous avez moins recruté à cause de l'IA, voilà la question, pour la faire un peu plus directement. Recruter différemment, en tout cas. Ou recruter différemment. Ça impacte votre On n'a plus besoin de codeurs, on n'a plus besoin de développeurs. Ça, c'est faux. On va créer une prochaine conférence. Disons qu'il n'y a pas assez de data centers. Lorsqu'on aura des data centers en Afrique qui arrivent à centraliser l'ensemble des données, ça c'est aussi notre problème. Et déjà, la manière dont on traite les données en Afrique sont différentes. Vous prenez la taille des marchés en Afrique de l'Ouest, c'est complètement différent de la profondeur du marché au niveau de l'Afrique. Alors, je vous propose de prendre des questions une par une, parce qu'en fait, la vôtre, l'intervention, pour votre question. D'abord, sur le recrutement, est-ce que ça change des choses dans votre manière de recruter? Ça change beaucoup. Je pense que ça change beaucoup. Tout à l'heure, Madame Diallo parlait déjà de tout ce qui est contact center. Aujourd'hui, il n'y a plus nécessairement besoin de surpeupler de ces côtés-là parce qu'on peut optimiser. Et une grande question, c'est quid des ressources qui étaient là. Mais aujourd'hui, on voit une réorientation. Et ça, c'est là où les directions ressources humaines sont en train de faire un travail énorme en termes de conduite de changement et réorientation de carrière des différentes personnes. Il y aura moins de recrutement. Est-ce qu'il y aura nécessairement beaucoup de licenciements? Je ne pense pas. Quand on prend la nature de certaines activités qui nécessitent quand même un contact humain, si je prends
les secteurs dans lesquels je suis, un peu de la mésofinance, qui allie à la fois les activités bancaires et les activités de microfinance. Ce contact humain reste quelque chose de recherché, mais l'idée, c'est d'aller chercher de l'optimisation. Et aujourd'hui, le plus important, c'est plutôt dans la gestion de ce capital humain, c'est de doter ces capital humain des bases de connaissances en intelligence artificielle pour travailler différemment. Moi, je vois ça plutôt de cette manière-là. Marwan Menderos, c'est quelqu'un de compléter. C'est Non, pardon. exactement ça. Oui. C'est exactement ça, travailler différemment. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a énormément de prévisions sur le pourcentage de postes qui vont disparaître suite à l'IA. Je ne pense pas qu'on en soit encore là en Afrique de manière générale, puisque, comme Hugues l'a dit, c'est quand même, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, hein, avant de passer à l'automatisation 100%. Il y a encore des moments où on n'arrive pas à être 100% digital en Afrique à cause du réseau, par exemple. Donc, ce sont des choses assez simples qui font qu'aujourd'hui, être 100% digital, c'est pas 100% possible. Et donc, ça va prendre plus de temps. On ne sait pas ce qui va se passer avec la technologie, puisque des fois, ça peut aller très, très vite. Mais pour l'instant, c'est plus de la formation et de la réorientation, on va dire. Et à fortiori dans les zones rurales. Marwan? Peut-être simplement pour agrémenter ces réponses d'un exemple très opérationnel. On regarde bien entendu souvent les exemples de l'Occident au sens large, mais il faut regarder aussi dans des pays de type Amérique du Sud où on a des très belles success stories. J'ai une success story en particulier qui me tient beaucoup à cœur. C'est celle d'un acteur brésilien qui s'appelle Nubank, qui est le Revolut d'Amérique du Sud et qui a décidé d'être la banque de l'IA en achetant carrément un modèle IA qui s'appelle Hyperplane et en intégrant dans toutes ses prises de décision et en signant également un partenariat avec ChatGPT pour faire le service client. Ben aujourd'hui, c'est une des plus belles success stories mondiales bancaires avec plus de 130 millions de clients dans un pays où il y a 210 millions d'habitants. C'est presque, ils ont raflé tout le marché en d'autres termes. On peut en tirer un certain nombre d'enseignements qui sont directement transposables à notre continent, à l'Afrique. Et je pense que c'est une vague qui va venir. Et plus tôt on intègre ces usages-là, plus on pourra l'anticiper, la négocier face aux banques qui sont purement en ligne, bien entendu. Alors, tout à l'heure, on parlait de banque de réseau versus banque digitale. Je travaille avec des associés justement sur le sujet de création de banque digitale et on fait face à quelques contraintes. L'une de ces contraintes, c'est la réglementation avec le KYC où quelque part on exige la présence des personnes lorsqu'elles ouvrent des comptes bancaires. Et la deuxième contrainte, aujourd'hui, on est obligé de s'appuyer sur un modèle 100% digital sur les OVH ou les ES, parce que sur le continent, il n'existe pas encore d'infrastructures permettant de se déployer. Ma question, c'est quelles sont les conditions des banques traditionnelles pour s'associer avec un nouveau venant, comme ce qu'on essaie de faire? Est-ce que vous êtes ouvert à des partenariats de ce type, de dire vous épaulez entre guillemets un nouvel arrivant qui pourra s'appuyer sur votre agrément bancaire pour pouvoir exercer, mais en full digital? Ma question c'est ça. Stratégie de partenariat aussi. D'entre vous me répondre. Ben, je dirais ouvert au partenariat, définitivement oui. On est prêt à vous recevoir à Madagascar quand vous voulez. La profession vous ouvre grandement ses portes. Côté régulateur, je pense que moi, ce que je vois sur le continent, les différents régulateurs, même si nous sommes structurés en zone, les différents régulateurs sont devenus sont plutôt à l'écoute aujourd'hui. Je vois de moins en moins de barrières. Il y a une forte volonté d'adopter cette digitalisation. Certains, je pense que le Kenya a poussé l'exemple à l'extrême en faisant do it, then we regulate after. C'est-à-dire on a laissé les institutions financières agir et puis la réglementation est venue après.
Je vois au niveau de l'UEMOA, il y a eu une avancée avec l'interopérabilité qui a été lancée, mais aussi l'acceptation des différents acteurs du digital, du numérique et qui est en train de se développer. À Madagascar, je vois que les régulateurs sont dans une approche de co-construction, pas de rejet, mais de co-construction, d'intégration, plutôt à l'écoute, plutôt ouvert pour avancer. Et je pense que de ce côté-là, euh, il ne faut pas oublier le poids de l'histoire. Les systèmes ont fonctionné avec un système classique, avec des réglementations qui n'étaient pas nécessairement adaptées à la réalité actuelle. Donc, il y a des réformes réglementaires à mettre en place sur les KYC et certaines exigences de conformité qui doivent évoluer et intégrer la donne actuelle. Mais je pense que tant que les régulateurs se montrent plutôt ouverts, ce sont des opportunités que les différents acteurs doivent saisir pour construire ensemble ces nouvelles réglementations, ces nouveaux paysages et ce nouveau cadre réglementaire qui doit guider toutes ces activités. Merci. D'autres questions? Est-ce que, je reviens, mais bon, c'est peut-être une vision qui est un peu loin de ce qui se passe en Afrique, mais en ce moment, par exemple, ChatGPT vient d'ingérer l'appli SNCF. Donc, c'est plus la peine d'aller sur l'appli SNCF, vous pouvez tout faire via ChatGPT. Est-ce que ce même phénomène, ChatGPT, ne peut pas se faire aussi avec les applis bancaires, en fait, de Baobab ou autre? Pas la peine de passer vers l'appli bancaire, par accord, qui peut se passer entre Baobab. On va jouer toutes les apps. Ben oui, non, mais c'est comme WeChat. La WeChat, il n'y a plus, pour les jeux chinois, il n'y a plus de WeChat. Mais Et je peux, j'aurais une si je réponse, peux me mais permettre allez, Laura. de partager quelques exemples, hein. Alors, je suis navré, je ne suis pas certain. L'acoustique est moyenne, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais est-ce que ChatGPT a un rôle à jouer, hein, dans le monde bancaire? Euh, il y a un exemple, celui que j'ai évoqué tout à l'heure, eh bien, intègre déjà ChatGPT, a délégué la gestion de ses clients à ChatGPT, avec un prompt qui est relativement simple. Si vous appelez cette banque, c'est ChatGPT qui répond, soit vocalement, soit par écrit. Si on n'arrive pas à répondre, alors on parle à quelqu'un. Eh bien, déjà, dès aujourd'hui, ChatGPT a réduit de 50% le nombre d'interactions humaines parce qu'il sait répondre à l'immense majorité des questionnements. Donc ça, c'est un niveau, j'ai envie de dire, c'est le niveau de base. Mais c'est quand même assez audacieux de confier sa relation client à une IA. Mais ça fonctionne à très grande échelle, puisque nous, banques dont je parlais, bien gérer 2 millions d'interactions clients par mois, ce qui est absolument gigantesque. On y va, sans aucun doute, c'est inéluctable, et bien de confier des pans entiers aujourd'hui de son activité à l'IA, ça fonctionne, c'est déjà dans le pipe, si je puis dire. Vous compléter? Ok, maintenant, donc, une question? Rajouter par rapport à votre question, en fait, c'est la relation client qui est en discuter, mais le ChatGPT n'a pas encore le back-office. Alors, est-ce qu'il aura les moyens demain? Oui. De devenir une banque, oui. Après, il faut aussi que les banques acceptent que toutes les données, c'est une question de Ouais. data qui va se poser. Hein. Les régulateurs. Vérification. S'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en avais encore une dernière côté chat, mais qui était en lien aussi avec votre remarque, c'est sur la question de la souveraineté numérique, parce que c'est vrai qu'il y a toute une question des pays africains sur la souveraineté numérique et notamment des données, un petit peu, alors soit ça peut être une réponse d'ordre général, ou peut-être aussi un peu le rôle des banques par rapport à cette question du data center en Afrique et l'importance d'avoir la donnée sur le territoire africain. Si quelqu'un veut se lancer. On termine par une question un peu d'ouverture, on va dire. Oula, non, personne ne veut se lancer là sur une Quelques éléments pour inspirer les autres panélistes. La réponse, j'ai envie de dire évidente, c'est que naturellement, cela ne fonctionne que dès lors que l'on peut avoir à minima une souveraineté sur l'hébergement de ces données, voire même pourquoi pas, et j'y crois dur comme fer, et bien voir émerger une IA souveraine africaine. Ce n'est pas de la science-fiction, certains y travaillent déjà, ça peut être l'objet d'une prochaine discussion, mais le principal élément à garder à l'esprit, c'est que l'IA se nourrit de ce qu'on lui donne. Donc tout ce que l'on donne devient, j'ai envie de dire de manière très schématique, domaine public. On ne peut pas tout lui confier, on ne peut pas voilà, ouvrir en grand les portes de l'IA. Donc la souveraineté, la maîtrise, le contrôle
tout ce qui est partagé, eh bien, est absolument nécessaire. Ce qui veut dire garder la main sur ces données dans un premier temps, et puis ensuite, et ça, on y va, créer une IA africaine, mais ça, j'y crois énormément. Très bien. Souveraineté numérique, je pense que ça, c'est le prochain sujet avec les différents régulateurs. Je pense que c'est un domaine qui nécessite d'être encadré, protégé. Et moi, je pense principalement à la protection des données. Ça peut paraître basique, mais c'est un élément crucial dans ce secteur-là. Et il y a besoin de mettre les règles claires, des règles précises. Le plus important, c'est de protéger les clients et que les informations ne soient pas derrière utilisées n'importe comment, par n'importe qui, pour n'importe quel service. Donc, je pense qu'il y a besoin de réglementer de ce côté-là, au-delà d'une réglementation prohibitive, mais simplement, c'est réglementer pour protéger et sécuriser les clients. Merci beaucoup. Je crois qu'on n'a plus d'autres questions. Écoutez, ça a été riche et très efficace. Merci infiniment à tous les trois dans vos lieux respectifs, Madagascar, Côte d'Ivoire et Maroc. Merci pour vos interactions et puis vos réponses très claires. Moi, c'était hyper précis sur un sujet quand même assez nouveau. Et pour la commission digitale du CEL, la prochaine sera le 22 juin et on parlera des Smart Cities. Autre sujet. Diallo, Hugues Marouane, merci beaucoup. Merci beaucoup. à tous, Et à merci très bientôt. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.